Épisode 3. Sous un ciel clair, dans un temps calme, les navires phocéens atteignent la haute mer. Le vent gonfle les voiles blanches, et les dieux semblent sourire à ces hommes qui voguent vers l'inconnu. Protis a prévu une première halte à Chios. Une étape brève, juste le temps de prendre de l'eau douce, quelques vivres, et de retrouver des amis pour échanger des informations sur les vents et les courants. Les phocéens y sont accueillis avec chaleur. Les ravitaillements se font dans la bonne humeur. Protis obtient de précieuses informations et remonte sur sa dière d'excellente humeur. Le voyage commence bien. Cap sur Rhodes, une île magnifique, mais entourée d'eau capricieuse. Les nuits y sont courtes, le sommeil léger et les récifs traîtres. Ils offrent des cadeaux aux Rhodiens, renforçant les liens diplomatiques que Phocée entretient avec eux. Un allié précieux, car la richesse de Phocée attise bien des convoitises. En quittant Rhodes, Protis longe les côtes de Crète. Pour éviter les tempêtes du large, la Crète, terre de ports sans sûrs et d'habitants accueillants. Les Phocéens y trouvent des produits frais, échangent des présents, écoutent les histoires locales et participent à des cérémonies religieuses, implorant la protection des dieux. Puis vient Cythère, île sacrée d'Aphrodite. Protis y offre des sacrifices. Était-ce la déesse de l'amour qui, ravie de ses offrandes, guidait déjà ses pas vers Gyptis? Nul ne le sait, mais il quitte Cythère le cœur léger et plein d'espoir. La dière met maintenant le cap vers les côtes ligures. Les vents sont traîtres, les courants imprévisibles. Les marins redoublent d'efforts pour maintenir le cap. Ils rencontrent des tribus locales, échangent marchandises et informations. Les Phocéens sont accueillis avec curiosité et respect. Enfin, la Provence, ses montagnes, ses collines verdoyantes, ses ports naturels. Un paysage spectaculaire pour des marins épuisés. Ils se reposent, commercent, et Protis se prépare mentalement pour la dernière étape. Le cœur battant, Protis contemple l'horizon. Les contours de leur destination se dessinent. Les marins rament avec une synchronisation parfaite, jusqu'à l'accostage. Protis descend de sa dière et reconnaît aussitôt l'homme qui s'avance vers lui. Majesté. Sois le bienvenu, Protis, fils de Xène, mon ami. J'espère ne pas arriver trop tard pour les offrandes, lors de la cérémonie en l'honneur de votre fille. Les oracles m'ont prévenu de ton arrivée. Tu n'es pas en retard. Et toi et tes hommes êtes invités à la cérémonie, si tu le souhaites. Protis accepte avec gratitude. Mais les marins, épuisés, réclament du repos. Nan comprend et promet d'envoyer des hommes pour aider au déchargement le lendemain. Le soir venu, Protis et Simos sont invités chez le roi. À ses côtés, une jeune femme magnifique. Voici ma fille, Gyptis. Vous étiez très jeune lors de votre dernière rencontre. C'est pour elle que je prépare ce mariage. Après-demain, vous y êtes conviés. Protis n'a Dieu que pour elle. Et Gyptis n'est pas indifférente à ce beau phocéen. Protis peine à trouver le sommeil. Mais la mer le berce. Et il finit par sombrer. Le lendemain matin, Simos ne voit pas Protis sur le pont. Il le trouve endormi, souriant. Aurais-tu rêvé d'une jolie Gauloise, mon ami? Tais-toi, c'est démoralisant. Pour une fois qu'une femme me plaît vraiment, il faut que ce soit une femme inaccessible. Et je vais devoir assister à son mariage? Ils se reprennent. Il faut décharger le navire. Les hommes du roi Nan arrivent déjà. À la fin de la matinée, les dières sont vides. Nan invite Protis et Simos à visiter son royaume. Les Calanques, l'arrière-pays. Tout émerveille les deux marins. Le soir, Protis décline l'invitation du roi. Il craint de revoir Gyptis et de commettre un impair. Le coucher de soleil est magnifique, mais son cœur est lourd. Le lendemain, il occupe son esprit en préparant le navire. Nettoyage, réparation, chargement des marchandises échangées. Une journée laborieuse qui ne suffit pas à chasser l'image de Gyptis.